Ok. Eh bien, M. Benzen, comme vous n'êtes pas une jeune fille, donc je peux vous demander votre âge. Je suis né le 26 décembre 14. En 1914. Vous avez donc 100 ans. On vient de fêter. On vient de fêter ça. Et vous habitez ici à Braine-le-Château depuis combien de temps? 16 janvier 2007. Ah oui. Et avant ça, vous habitiez à Lannes. Donc, vous avez habité combien de temps à Lannes? 63 ans. 63 ans. Ouais. Et quelles sont vos origines? Quelles sont vos origines et celles de vos parents? Ah, moi je suis né à Berlin. Oui. Donc la date que vous avez. Et mes parents sont partis de Pologne en 1911 à cause des pogroms. Qui avait déjà à l'époque... En Pologne? Oui. Ils ont été antisémites de tout temps. Ouais. Ah, bien sûr, du temps des tsars. Et donc ils sont partis de Pologne, en Allemagne, et puis... Ils se sont mariés en Pologne. Ouais. En 11, ils ont quitté. Et en 12, mon frère est né. Ouais. Dans les règles. Et moi en 14 et mon jeune frère en 19. Et on est arrivé, j'y ai pensé tout à l'heure, comme c'est drôle, nous sommes entrés en Belgique, je ne sais pas si ça vous intéresse, le 4 août 24, Oui. jour anniversaire de mon père, en wagon-lit, parce qu'il était très riche, et on a fêté ça au champagne. Moi, je m'en souviens, j'avais 9 ans et demi. Il est normal que je m'en souvienne. Hein? Mm-hmm. Et alors, pourquoi la Belgique? Ça, c'est aussi, c'est une longue histoire. La famille de mon père, ils étaient à 13. 10 étaient en Amérique. 2 en France et nous en Allemagne. Ma grand-mère paternelle est partie rejoindre ses 10 enfants après la guerre de 18, en 19. Ouais. Et mon père a épousé ma mère. Lui, je ne sais pas ce qu'il faisait en Pologne. Franchement, je me suis demandé, est-ce qu'il a déjà appris le diamant là-bas? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que ma mère était une riche héritière, orpheline à 11 ans, des 2 parents, et élevée par une tante. Et il est tombé amoureux, bon, vous avez vu, ma mère n'était pas si mal. Et ils sont donc mariés en 11. Ils sont venus en Allemagne, oui. Alors, il a commencé à y avoir des bagarres en Allemagne, pas du temps d'Hitler, attention, dans les années 20. Ouais, ouais. Comment elle s'appelait? Il y avait Spartacus, quelque chose comme ça. Les Spartakistes. Dont la présidente était Rosa Luxembourg. C'est ça. Exact? C'est ça. Juive. Vous saviez ça? Oui, 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 oui. Ah bon? Je crois que vous avez de la lecture. Ça, je rencontre quelqu'un pour la première fois qui sait qu'il y a... Bon. Mon père a fait mettre chez lui ce qu'on a fait ici il y a quelques années, des portes blindées. Mais vraiment, complètement, avec des verrous comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et un jour, ils ont essayé d'entrer. Ils savaient qu'ils étaient chez un Richard, d'une maison avec un concierge. Hein, c'est pas le type de la rue. Ben. Et mon père avait demandé au concierge si jamais il arrive quelque chose, directement, police, hein,
téléphoné à la police. Ils ne sont pas parvenus à entrer chez nous, et la police est arrivée, ils étaient déjà fichus du camp. Donc, ils n'ont rien pris. Mais du coup, ça a dégoûté mon père de rester en Allemagne. Et il a dit à ma mère, écoute, je vais aller faire un petit saut en Amérique et voir comment va la famille. Et il est allé. J'ai encore ici quelque part le carnet de bord du bateau. Ah oui. La Cunard Line. Et ça commence. Je dois dire que la plupart sont devenus fortunés en Amérique. Oui. Ah, ça j'ai oublié, ma mère, donc contrairement chez mon père, elle avait un seul frère. Il y avait 12 frères. Et ce frère est parti en Amérique à 12 ans, puisqu'il est devenu orphelin, ma mère, un an d'écart, et avec un oncle. Bon, et là-bas, ça a marché. Il s'est installé dans un petit village, dans le Michigan, mais au bord d'une route, et il a ouvert un drugstore. Après, il a vendu des automobiles. Après, en plus, pas changé. Et puis, il est devenu agent d'assurance. Enfin, il a fait, comme on dit, son beurre. Bon. Et mon père est revenu d'Amérique après un mois. Il a dit, on part en Amérique. Nous avions un appartement de 7 chambres. Parce que d'abord 3 enfants, mais il y a aussi la nurse qui logeait chez nous. À part ça, on avait une femme de ménage naturellement, mais elle ne logeait pas. Mon père s'est inscrit. Je ne sais pas comment ça marchait. Il a vendu l'appartement. Et il s'est inscrit à une certaine date pour le bateau et il a expédié tous les meubles, dont un piano à queue en Amérique. J'insiste le piano à queue parce que quand moi j'ai vu ça emballé, je ne sais pas si vous avez déjà vu un piano à queue debout, renversé, ça va au plafond. Bon, tout est parti en Amérique. On devait partir à telle date. Tout à coup, les Américains sortent une loi que les étrangers doivent s'inscrire sur un quota. Vous savez ce que c'est? Une liste d'attente. Nous voilà sans appartement. On était toujours dedans, mais on avait fixé une date. Etc., etc. Je vais raccourcir. Mon père dit, qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas aller vivre à l'hôtel indéfiniment, 8 jours, 15 jours. Hein. Et ma mère dit, ben, écoute, j'ai 3 cousines en Belgique. On va commencer, puisqu'on peut parler maintenant en Amérique, on va aller en Belgique et de là, on va s'inscrire pour aller en Amérique. Bon, ils sont venus en Belgique et ils ne se sont jamais inscrits pour l'Amérique. Et mon père avait, ça j'ai pas dit, il avait été 2 fois. Il avait déjà été avant 23 pour voir. Et c'est décidé. Bon. Et alors, ma mère est restée en correspondance tout le temps avec son frère, tout le temps. Et quand elle est devenue veuve, en France, pendant la guerre, il lui a envoyé de l'argent. Et puis, un beau jour, on reçoit une lettre de lui. Ma mère vivait encore, parce qu'elle est morte à 92 ans, hein, en parenthèse. Mais c'est pour ça que je me comprenais. J'ai dit, moi j'ai les gènes de ma mère, il faut que j'arrive comme elle. Et elle est morte par accident. Ah bon?
double fracture du col du fémur. C'est tout. En 2 jours, 3... Bon, l'oncle a dit, moi, donc il était 1 an plus âgé, je veux revoir ma soeur avant de mourir. Il est venu en Belgique, il est venu chez nous à Laon, etc., etc., avec sa 2e femme, la première était déjà morte, et il nous a montré, à son âge, hein, comment on fait le poirier. C'est des choses incroyables. Si on ne l'a pas vu, comme vous ne le croirez pas. Mais on voyait que c'est un type qui faisait la gymnastique et pas aussi grand que vous, hein, un peu plus petit. Et ben ça c'est... Ah bon. Eh bien, vous êtes des coriaces. Alors, qu'est-ce que vous désirez? Ce que je voulais surtout savoir, c'était... Donc, on est venu en Belgique. Ah oui, l'enchaînement. C'est ce que je voulais, non, ce que je voulais donc, surtout mon père s'était inscrit à la bourse de diamants. Oui, oui. Et il a eu le malheur de rencontrer un ami de Berlin. Oui. Qui a dit, Monsieur Feiner, qu'est-ce que tu vas faire avec tout ton argent? Tu ne vas pas tout investir dans le brillant, etc. Moi, j'ai une sœur qui a un hôtel à Spa. Tu t'associes avec elle, c'est une affaire qui marche bien. Et voilà. Il a écouté son copain, ami, et il a fait l'année 25, puisqu'on est arrivé en août 24, il a fait l'année 25. Nous, pendant ce temps-là, on a habité 1 année à Anvers. Oui. Il était plus près des diamants. Hein. Alors, au bout de l'année, il a fait ses comptes et il a vu qu'il y avait une grosse perte. Au lieu du bénéfice auquel il s'attendait, il y avait une perte. Il a épluché. La bonne femme faisait livrer les marchandises de chez Deleuze, chez elle, sur le compte de l'hôtel. Et puis elle les revendait. La sœur de l'ami. Ah bon? Alors, il lui a donné moralement un coup de pied au derrière, parce qu'il avait toutes les preuves. Il a dit, vous foutez le camp, et moi je garde l'hôtel. Ça fait qu'il a gardé cet hôtel jusqu'à fin 39. Oui, ah oui. Jusqu'en 40, c'était la guerre. Et ça marchait, l'hôtel marchait plus ou moins bien. Mais mon père a fait un défaut, il a attrapé un défaut. À Spa, il y a un casino. Je ne sais pas si vous savez que les habitants de Spa ne peuvent pas y entrer. Ah non? Ah non. Ah, mais mon père n'était pas domicilié à Spa. Et donc lui pouvait y aller. Il était domicilié rue du Midi. Mais le soir, quand il fermait l'hôtel vers 11h, 11h30, mon père partait au casino. Et il a laissé là beaucoup. Vraiment. Et c'est un vice, il n'y a rien à faire. Hein. Enfin. Et alors... ça fonctionne. Et vous pensez bien, mon père avait investi une fortune dans l'hôtel. Pour partager avec la madame... c'est pas donné à la place Royale, non, rue d'Hélas. Ce que j'aimerais bien que vous nous racontiez un peu, c'est comment vous avez rencontré votre épouse, qui s'appelait Paul Bourguignon, votre épouse. Oui. Comment vous vous êtes rencontrés, en fait? Avec ma femme? Oui. Ah, mais c'est tout simple, vous l'avez vu. Oui. Elle est devenue être comptable chez Zeiss. Oui. Et elle frôlait les murs parce que c'était une femme ultra timide. Et moi j'étais trésorier d'un cercle qui s'appelle l'Heure Joyeuse numéro 1.
C'était la première bibliothèque de la ville de Bruxelles, qui a été fondée avec l'argent de M. Wilson, président des États-Unis. Et on était à plusieurs. Et puis j'ai dit à Mademoiselle Bourgignon, ça ne vous intéresserait pas de venir dans notre cercle le samedi après-midi. On fait des jeux, on fait du théâtre, on a fait jouer, je ne sais pas si vous avez connu ça, à l'Atrium, boulevard Botanique, non, vous êtes trop jeune, il n'existe plus. Enfin, comme ça. Et puis elle nous a dit, moi j'habite à Lannes et il y a une belle excursion à faire au lac de Renipon. Oui. Renipon-Plage. Renipon-Plage. En canotte, etc. Alors moi j'emmenais, on était une petite dizaine, on prenait le train à ce moment-là jusqu'à Rixenserre, et de là il y avait le tram, je ne sais pas. Alors, quand le directeur de SAES nous a payé, ce jour-là, Mademoiselle Bourgignon n'est pas venue parce qu'il n'y avait pas de tram. Et il a dit, puisque vous êtes en contact, je lui avais raconté pour vos excursions, est-ce que vous ne voulez pas prendre l'argent de Mademoiselle Bourgignon et aller dès que vous pouvez à Lannes? Bon, je suis allé, j'arrive à Lannes, ils ne sont pas là, il y avait l'armée française qui occupait leur maison. Et je demande à un officier, qu'est-ce que l'armée française fait à Lannes? C'est pas un point stratégique. Ah, mais nous, on veut retenir les Allemands qui n'avancent pas sur Brésil. Je rentre chez moi, qui est-ce que je vois? La famille Bourguignon. Et M. Bourguignon demandait à mon père, qu'est-ce que vous comptez faire? Et mon père dit, mais regardez, les valises sont là, nous partons. On évacue. Et lui, il ne voulait pas évacuer Bourguignon. Ils n'étaient pas obligés, donc... Et mon père dit, si vous voulez, vous pouvez rester ici. Le loyer est payé jusqu'à fin juin. Après, vous vous arrangez avec le propriétaire. C'était pas un grand appartement. Il n'y avait pas les 7 chambres de Berlin. Il y avait en tout 2 chambres à coucher. Une pour les garçons et pour mes parents l'autre. C'était donné. Bon, on a fait ça comme ça. Et nous, on est partis. Et puis, j'ai écrit à Lannes, je crois, où j'ai écrit à l'heure du midi. Et la lettre a suivi. Et ils ont dit, ah, mais on est revenu à Lannes à fin juin. Les Français avaient évacué. Et bon, mais je vais raccourcir. Je suis allé me présenter chez SAS. Et le directeur, le Bosch, là, le SA était devenu directeur. Ouais. Il m'a foutu dehors, presque avec un coup de pied, sale juif et fichier. Et Bourguignon ne travaillait plus non plus. Et de toute façon, elle avait trouvé une place à Lannes. Alors, moi j'ai trouvé une place. Non, elle est sortie la loi de porter l'étoile jaune. Ouais. Bon. Et cette étoile, vous pouviez l'obtenir à l'association des Juifs. Je vais à l'association des Juifs, près de la place de l'Isère, je ne sais pas si vous connaissez, en face il y avait Citroën dans le temps. Bon. Et j'entre dans un bureau et il y avait un jeune homme assis là. Et j'ai, tiens, Monsieur Blum.
qu'est-ce que vous faites ici? Il dit, moi, je suis le secrétaire général de l'AJP. Il avait été dans... Non, il n'avait pas été dans le même Athénée. L'histoire est longue. Mon frère était président des élèves de Bruxelles, je vous ai dit ça. Oui. Lui était président des élèves de Schaerbeek. Oui. Et il se faisait la concurrence pour l'été dansant. Il fallait que ce soit le même dimanche. Ah, ils se connaissaient, hein, ils ne se battaient pas, mais ils se tiraient dans les jambes, comme on dit. Il dit, et vous n'avez pas une place par hasard pour moi. Il dit, qu'est-ce que vous savez faire? Je dis, j'ai fait l'Athénée, mais pas autant que vous. Je me suis arrêté en 5e, mais je sais écrire, lire, etc. Il dit, écoutez, allez vous présenter donc à un autre bureau, boulevard du Midi, le boulevard qui descend à Port-d'Arles. C'est le boulevard du Midi. Je crois, oui, je pense. Je ne sais plus avec tous mes boulevards. Je vais me présenter et il dit demander un tel. Et c'est un tel. Je vais peut-être être très long, il faudra revenir. Blum, donc la firme, c'était le plus grand marchand de tissus de Belgique. Ça s'appelait Établissement J.M. Blum. Et ils avaient cédé à l'AJP leur immeuble. Ils ne faisaient plus le tissu parce que les Juifs ne pouvaient pas, et patati, patata. Il dit, vous allez demander, après M. Marcel Kremer, c'était un de ses représentants d'avant, qui était devenu directeur d'un des bureaux, si vous voulez. Et c'était le bureau qui s'occupait des déportés vers Malines. Oui. C'est-à-dire que nous avions un camion qui partait tous les jours, parce que c'est les Juifs qui devaient nourrir les prisonniers, c'est pas le camp. Et il y avait un chef, M. Gottesman, qui accompagnait. Il n'y a que le week-end que le camion ne roulait pas. Et on m'a donné une place à employer, c'est-à-dire, moi je devais tenir les listes de ce qui partait pour Malines, parce que les gens, les prisonniers, avaient le droit d'envoyer à leurs amis, de préférence pas aux familles, parce qu'on les ramassait, mais à des connaissances belges non juives, de leur envoyer une cuillère, un manteau, enfin, et moi je tenais les listes de ça. Je vais couper beaucoup, vous savez. Oui, oui. Un jour, je reçois un coup de téléphone. C'est M. Benzen, oui, c'est Mademoiselle Bourguignon. Ah, comment allez-vous, etc. Je vais même vous dire la date exacte. Voilà, je vous téléphone à la demande de mon père. Il a entendu à la radio que les mariages mixtes n'étaient pas déportés et il m'a dit que je devrais vous demander un mariage. Je dis quoi? Et c'était une fille qui ne voulait pas se marier. Elle avait déjà 20 étés. Ouais. Elle ne sortait pas avec des garçons. Oui, elle sortait, mais c'était pas... comment on dit? C'était... elle ne couchait pas avec des garçons. Non. Elle avait comme copain un champion de boxe belge, des coureurs... voiture. Ah, voiture. Oui. Enfin, c'était comme ça. J'ai écouté, donnez-moi 48 heures et je vais vous répondre. Moi, j'avais une petite amie, c'est normal, à 28 ans, c'est le contraire que
Je vous aurais dit, j'avais un ami, vous auriez pu dire, oh le salopard, parce que j'ai horreur les hommes. Ah bon? Autant j'admets une lesbienne, autant je comprends pas un homme. Je ne comprends pas, ça n'entre pas. Vous voyez, je me servais bien. Enfin, si je vais me renseigner. J'habitais à ce moment-là rue de la Clinique. Vous connaissez ça? Non. Maison communale d'Anderlecht. Ah oui. Rue de Fienne. Je vois la maison communale. La Clinique est à côté, ça aboutit place Barra. Ah, rue de Lénic, oui, je vois. Ok. Place Barra. Place Boulevard Jamal. J'entre à la maison communale et dans le couloir, je tombe nez à nez avec une connaissance. Je dis, bonjour Willy, qu'est-ce que tu fais ici? Il se promenait comme ça. Il dit, moi, je suis le secrétaire communal d'Anderlecht. Je le connaissais parce que c'était un des musiciens d'un grand orchestre que mon frère avait engagé, Peter Paquet, MT's Band. Il était trompettiste. Mais il ne m'avait jamais dit, on parle musique, mais on n'en a pas parlé maison communale, il ne m'a jamais dit ça. Je dis, ah mais tu es l'homme qu'il me faut. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, mais écoute, Pudi, je ne sais pas si vous connaissez ça. Je dois me marier, mais le plus rapidement possible. Est-ce que vous savez qu'on peut se marier sans publier les bans? Vous savez ça? Je ne savais pas, non. Eh bien, comment on le fait? Autorisation du procureur du roi. Point à la ligne. Ah oui. Pas de bon. Il dit, tu veux te marier? Comme ceux-là, il y avait une file. Allez. Ah oui, Tous des gens. tout le monde avait entendu ça. C'est ça. Alors, donc, en somme, on allait vers un mariage blanc. C'est ça. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Il demande où habite ta dulcinée. Je dis Alan. Il fait comme ça, hein. Tu n'aurais pas pu choisir une autre. Je dis pourquoi, Willy? Le procureur du roi de Nivelles est un rexiste. D'accord. C'est juste ce qu'il me fallait. Il dit jamais il donnera son accord. Mais écoute, ne te fais pas de soucis. La loi ne dit pas qu'il faut demander chez la femme, on va demander chez l'homme. Et le procureur du roi de Bruxelles est un ami. Je te garantis que tu l'auras et très vite. C'était un jeudi matin. Le lundi, mon Willy me téléphone. Martin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu te maries demain matin. Avec un week-end, c'est de la folie douce. Hein. Moi, tout de suite, téléphone, Alan, mademoiselle, je vous annonce que nous nous marions demain à la maison communale d'Anderlecht. Vous venez avec vos parents. Moi, je m'occupe des deux témoins. Oui. Et en avant la musique. On se marie à 10 heures. Bon. On s'est mariés. À cette place, vous ne connaissez pas cette place communale d'Anderlecht? Si, maintenant, dans le temps, il n'y avait que des cafés. Mm-hmm. Et naturellement, pour lui, je demande je dis à mon beau-père, maintenant, lui regardait l'heure en montrant pour Londres, si vous allez quand même prendre un verre avant de partir. Bon, on a pris un verre, et alors je demande à ma femme, puisqu'elle était devenue là, je dis, maintenant qu'on est mariés, on pourrait peut-être se tutoyer. Elle dit, ah oui. J'ai pas su le sortir, je dis, qu'est-ce que vous faites maintenant? Elle dit, maintenant, je vais travailler, je vais chez mon patron. Ah, je dis, ben moi aussi alors, et je vous téléphonerai à l'occasion. Et on a fait ça, à l'occasion, je téléphonais. J'ai continué avec ma petite amie de l'époque. C'était la seule juive que j'ai eue.
Et il y avait une raison, c'était une Turque. Ah oui. Et je ne sais pas si vous savez que les Turcs, donc nous, on n'avait pas le droit de circuler après cette heure, hein, comment on appelle ça? Le couvre-feu. Enfin, mais les Turcs, bien. Ah oui. Vous ne savez pas pourquoi? Non. Mais parce qu'il y a eu le pacte turco-allemand. Ah mais oui, c'est juste. Vous qui lisez, Oui, c'est juste. il y a eu le pacte turco-allemand. Eh bien, même les Juifs avaient le laissé passer. Hein, jusqu'à 10 heures, je crois. Ben, ça fait que moi, j'ai continué ma vie de jeune homme, jusqu'au jour où le directeur me convoque, le directeur de l'AGB. Monsieur Benzen, est-ce que vous seriez à même de diriger un home d'enfants? J'ai dit un home d'enfants, pourquoi ça? Il dit parce que la Gestapo d'Anvers nous donne 48 heures pour faire Anvers Judenrein, ça veut dire propre de tout juif. Le home d'enfants et le home de vieillards. Et ils ont trouvé un home pour... Et je lui demande, où ça? Il dit, à Lannes. Je dis, à Lannes? Ben, ça m'arrange bien, monsieur. Il dit, pourquoi ça? Je dis, ben, j'ai une femme à Lannes. Il dit, vous êtes marié? Personne ne savait que j'étais marié, c'était un mariage blanc. Ben oui. Hein? On ne se voyait pas, on se téléphonait, c'est tout. Bon. On m'a envoyé des enfants d'un autre home, Écharefeuille, pour monter des doubles lits. Hein, parce que c'était une villa, c'était pas un château. Juste en face du cimetière de l'Anne. Enfin, à ce moment-là, c'était pas un cimetière, c'était un camp d'Allemands, c'est ça qui est pire. Bon. Les enfants viennent avec leur personnel, les surveillantes, les monitrices, quoi, etc. On répartit les chambres, pas de chambre pour M. Benzen. D'autant plus que la directrice d'Anvers a amené son père, il lui fallait une chambre à part. Je dis, ah, mais ça plaît, Rothschild, ne vous faites pas de soucis. Moi, je vais chez l'habitant. Et ça a marché comme ça. Et je savais qu'ils avaient une chambre d'amis. Et j'avais été chez eux déjà. Et eh ben, j'ai mis 6 mois pour convaincre ma femme de faire le mariage noir au lieu de blanc. Voilà. Vous avez la réponse. C'est une belle Et histoire. on a été mariés 56 ans. Et malheureusement, elle est morte. Et là, je suis fâché sur le médecin parce que elle a attrapé quelque chose de l'emphysème aux gens. Ah. Et en quelques jours, et un jour, elle avait la croix jaune et blanche, et un jour, l'infirmière dit il faut que madame aille à l'hôpital parce que ça n'a pas l'air d'aller du tout. Alors, ambulance, hôpital, prennent-la-le. Et je connaissais le médecin parce qu'il habitait la rue à côté de moi, à Lannes. On se parlait régulièrement. Et, allez, comment il s'appelle? Il a terminé, maintenant il est déjà de 2 ans, le cardiologue. Mais vraiment un type comme ça. Hein. Bon, moi j'avais appelé au secours un de mes anciens, qui est, lui, pneumologue pédiatre. C'est le grand chef, je viens en parler, je crois, de la mucoviscidose. J'ai là un article qui est sorti il n'y a pas longtemps sur lui depuis 30 ans. Il a 80 ans. Ben, enfin, bon, il vient avec moi et le médecin sort et dit, eh bien, qu'est-ce que tu fais ici? Ils avaient été, eux, à l'Athénée d'Etterbeek ensemble. Et il explique, ben, j'accompagne M. Benzen, et il rentre, et encore une fois, il ressort.
Il dit, Monsieur Benzen, j'ai une triste nouvelle à vous annoncer. Je ne peux rien faire pour votre femme. Si elle était venue, ne fût-ce que 15 jours plus tôt, j'aurais pu essayer de la sauver. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle a? Un souffle au cœur. Moi, je ne sais pas ce que c'est, un souffle au cœur, mais c'est le cœur qui plaît. Bon, elle est décédée. Je vais dire ça à son médecin traitant. Et vous savez ce que ce couillon me répond? Non. Mais je savais ça, M. Benzen. Il lui a jamais dit aller voir un cardiologue. Vous trouvez ça normal, vous? Non. T'es un médecin. Mais je savais ça. Là, je crois que j'avais un revolver, je le descendais. Et alors, bon, mais je vous raconterai une autre fois parce que il va y avoir... Non, après vous, il y a la piqûre, l'insuline. Votre épouse a été nommée juste parmi les nations. Comment? Votre épouse a été nommée juste parmi les nations. Non, ma femme. Oui, c'est ça. Votre oui, femme. C'est à 50. Pas vous, parce que comme vous étiez d'origine juive. Non, si on parle, il faut tout parler. Je reçois un coup de téléphone de Bruxelles, réunion des directeurs, il y en avait 5, à la grande synagogue rue de la Régence, demain à telle heure. Et ça, c'était en quelle année? En quelle année? En quelle année? En 40... 15 jours avant la libération. Avant la libération. Ouais. 22 août. En 44. 21, 22, à un jour près, je ne sais pas dire. Je dis à ma femme, écoute, toi tu vas, parce que moi avec mon étoile, je ne vais pas à Bruxelles, il n'y a rien à faire. Elle est partie le lendemain, elle est revenue au dernier tram. Elle m'appelle au bureau avec Mme Rothschild. Elle dit, on doit évacuer le home aujourd'hui. Et ça représentait combien d'enfants? Je dis, mais comment tu vas évacuer 52 gosses? Elle dit, écoute, je vais d'abord aller voir le curé, s'il peut m'aider, puisqu'elle était si bien. Elle va, qu'est-ce qu'il y a, Paul? Elle lui explique, il dit, écoute, tu sais bien, moi, dans ma cure, je ne sais pas mettre, mais tu vas aller trouver sœur Louise Marie, qui dirigeait l'école. C'était pas un internat, une école. Et tu viens de ma part, elle est allée, et celle-là, très gentiment, malgré l'athéisme de ma femme, elle dit, écoutez, je veux bien les loger, mais par terre. Mais vous devez faire le nécessaire pour qu'on nous amène du foin, de la paille. Bon, ma femme n'a fait ni une ni deux. L'école était au centre, là, vous avez une rue qui monte, qui vient vers la Marache, et tout droit vers, je ne sais plus, allez, Marenserre. Ah oui. Et l'école est là. Et là, en face de l'autre côté de la rue, il y avait le meunier, qui était un grand résistant. Lui, s'est chargé de ramasser les Anglais qui sautaient volontairement. Hein. Bon. Elle va, Gaston, toujours, c'est des amis d'enfance. Hein. Tu peux me donner, elle explique. Bon. Tant que tu veux, hein, 2 charrettes, tu veux, il a emmené. De là, elle est allée à la guerre. Il y avait à ce moment-là encore un chef de guerre. Il y avait la guerre, mais il y avait un chef de guerre, Joseph Croels. Et elle lui explique de nouveau l'histoire. Elle dit, Joseph, est-ce que tu peux me mettre une voiture en plus à ton tram de 6 heures du matin? Il dit, tu veux
un surveillant avec. Oh non, elle dit, ça je me débrouillerai. Bon, et on avait reçu instruction de conduire les filles à la rue de l'Institut Henri Sancerre, dans une maison de filles, père-douché, comme on dit, et les garçons au château de Bonlay. Oui. Et là, la Madame Rothschild est partie avec les garçons et moi avec les filles. Et ah oui, l'histoire pour laquelle ma femme est. C'était donc la nuit. Oui. Nous avions à 10 mètres un camp d'Allemands armés. Là où il y a maintenant le cimetière de l'Inde. Il y avait la largeur de la rue où les autos ne savaient pas se croiser, pour vous dire que c'était Ouais. au nez à la barbe. Ma femme est partie pour conduire les enfants à l'école. À l'école. Et pour ça, elle a eu C'est ça. la médaille. Et Ce qui est le plus étrange, je vous ai dit que ma femme était athée, donc, oui, oui. mais du côté juif, ça a été la même chose. Oui. Le grand rabbin de Belgique faisait copain avec mon épouse et à un moment donné, il a pris sa retraite. Il est allé, naturellement, comme tout bon juif, en Israël. Oui. Mais s'il apprenait que nous étions là et qu'on n'est pas venu chez lui, c'était terrible. Il nous invitait à goûter, donc. Un autre, très pieux, le préfet de l'Athénée juif de Bruxelles, au boulevard Poincaré, qui s'appelait Athénée Maïmonide. Maïmonide a été un grand savant juif du XVIe siècle. Eh bien, avec ma femme, rien que parce qu'elle avait sauvé les gosses, il trouvait que, une des gosses qu'elle a sauvées, qui habite toujours en Anvers, une super pieuse, à tel point qu'elle elle a coupé ses cheveux, elle porte un foulard. Hein. Vous savez que les femmes juives ne peuvent pas laisser pousser leurs cheveux. Ah, je ne savais pas. Vous apprenez. Oui. Alors, ou bien elles mettent des perruques, ou bien, comme la madame a fait carrément un foulard, comme les musulmans. Quand elle parle de ma femme, elle dit aux autres, pour moi, Mme Benzen, c'est une sainte. C'est beaucoup ça pour une juive pieuse. Hein? Ouais. Enfin. Et comment se passait la vie dans le home avec les enfants il y avait des cours Un peu plus haut, ouais, parce que comment se passait la vie dans le home avec les enfants dans le home, comme c'était des Anversois, quand je leur faisais un discours, ils se moquaient de mon flamand. Sinon, on était obligé de faire venir des instituteurs de Bruxelles, oui. parce que les non-juifs ne pouvaient pas enseigner dans un home juif. Alors, et le fameux, celui qui est devenu préfet, venait chez moi pendant la guerre. Ah, c'est comme ça que ça a commencé. Mais comme professeur d'hébreu et de gymnastique. Oui. Alors, les gosses se moquaient de lui. Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'il faisait la gymnastique avec une kippa. Il faisait le poiré. Alors, mais il devait épingler ça. Et les gosses, qui n'étaient pas tous des pieux, bon, ça c'est... ils disent, oui, ça c'est très important. Après, c'est la plus belle période de notre enfance, à part que nous n'avions pas nos parents. Les parents étaient déportés. Il y en a qui sont revenus. Oui. Mais un des deux, jamais deux. Et donc, ils avaient des leçons normalement. Et après, je leur ai fait faire l'Athénée, après la guerre. Hein. Ah oui, parce que après la guerre, vous avez continué votre activité dans les Hauts. Comment ça marchait? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Tout de suite à la libération,
on a envoyé les gosses de l'âme à un autre home à Oderghem, qui avait été home de vieillards. Et l'ancien directeur d'Anvers, lui, était gentiment parti en Suisse, en laissant sa femme et ses 2 filles. Lui était là-bas au clair. Il est revenu, il a dit, moi je ne suis pas allé avec les gosses là-bas. C'est Maman Gilles qui est allé. Et il a dit, maintenant je suis là, c'est moi le directeur. Alors on m'a mis dans les bureaux. Et je suis devenu, pour le ravitaillement. Une espèce d'intendance. Oui, il y a un autre mot. Enfin, la première chose que j'ai fait, j'ai toujours eu à ce moment-là comme patron Blum. Et j'étais un jour chez lui, et il y a un monsieur qui entre. Bon, ils se disent bonjour, comment ça va, etc. C'était un délégué, ça s'appelle l'OSE, l'œuvre de secours à l'enfance de Paris. Oui. Il venait pour organiser une nouvelle œuvre pour des homes d'enfants, parce qu'on a prévu que beaucoup allaient être orphelins. Oui. C'était fatal. Et il dit, ils se tutoyaient, parce qu'ils avaient aussi été à l'Athénée ensemble. Le monsieur habitait avant à Bruxelles. Qu'est-ce que monsieur, si je puis te demander, qu'est-ce que monsieur fait chez toi? Ah, monsieur, il régit tout ce qui est ravitaillement, et patati patata. Et on commençait à ouvrir des homes en plus. Il dit, écoutez, allez de ma part au cabinet du Premier ministre et vous demanderez, encore un Rothschild, pas banquier, vous demanderez Monsieur Rothschild, qui est son chef de cabinet, et vous lui direz ce dont vous avez besoin. Et je suis allé au 16 rue de la Loi, et j'ai vu M. Rothschild, et je lui ai dit, la toute première chose, un camion s'il vous plaît, parce que ravitailler tous les homes, en voiture, c'est compliqué. Il dit, et c'est tout? J'ai dit non, j'aimerais avoir un supplément de timbre de ravitaillement, parce qu'on était en plein timbre de ravitaillement, pour des enfants orphelins. Une double ration ferait du bien dans la soupe. J'ai eu. Alors j'ai continué ça. Et puis, ils m'ont dit au bureau, on va ouvrir... Non, il a d'abord dit chez Blum, écoutez, pour être engagé chez nous, vous devez aller trouver la directrice de la section enfance, qui est une Madame Perlman. Alors, Madame Perlman, c'est pas n'importe qui. Son père, son mari, était le plus grand professeur de psychologie à Bruxelles, professeur Perlman. Et il était tellement connu qu'en Israël, ils ont fait une salle à son nom. Ah oui. Il a, sur sa vie, il n'a pas vécu très vieux, il a écrit 3000 ouvrages. Ah ben. Pas des livres, des trucs comme ça. Mais 3000, il faut le faire. Et il habitait à Uccle, je ne sais plus le nom de la rue, ça me revient. J'allais chez eux à la maison. Et si elle vous engage, si elle est d'accord de vous engager, vous êtes engagé. Qu'elle la chef. Bon, je vais, et je lui ai plu.
je suis tombé au bon moment. Et elle dit oui, mais il y a une condition. Vous devez faire un stage au foyer des orphelins à Molenbeek. C'était au mois de décembre. Elle m'a envoyé avec son chauffeur. Il ne voyait pas à 10 mètres devant lui. Il neigeait, tempêtait. J'ai travaillé là-bas. Je n'ai jamais vu autant d'enfants avec des poux que là. Ce fameux foyer des orphelins qu'elle prenait en exemple. Chez moi, on n'a jamais vu ça, hein, mais là. Et c'était un système pavillonnaire. Il y avait oncle et tante. Vous avez entendu parler? Non, voilà. Moi, j'étais l'oncle et j'avais une tante que je ne connaissais pas. Hein. Et bon, je suis resté 15 jours, et puis, alors, j'ai travaillé au bureau, et puis un beau jour, c'était déjà plus Mme Perlman, c'était déjà d'autres. M. Benzen, on a un home qu'on va ouvrir bientôt. Est-ce que vous voulez continuer vos manger ou vous voulez diriger un home? Je dis, où ça? En Hollande. Mais pas la même maison. Pas la même maison. Non. C'est rue de la Gendarmerie. Oui, je vois. Oui. Ça, je vois. J'y suis passé longtemps. Avant, c'était le CPS, c'était là-dedans. Enfin, c'est moi qui suis entré. D'accord, mais seulement le 1er juillet. J'ai travaillé là du 1er juillet. Allez, 2000, je ne sais plus, non, 1900, en quelle année on était? La guerre est finie. En 45 c'est déjà plus, moi. Enfin, j'ai travaillé 1 an. Et puis, ils m'ont appelé au bureau de nouveau. Mais entre-temps, on avait ouvert beaucoup d'eau. On est arrivé à 14 Alors là, je suis redevenu le grand monnaie ravitailleur. Et au fur et à mesure que les années s'écoulaient, on refermait des hauts. Oui. Un des tout premiers qu'on a dû ouvrir, c'est des enfants qui revenaient des camps. Parce qu'il y a eu des enfants en retour, ils n'étaient pas à Auschwitz, mais dans des camps à côté, Blechhammer, etc. Ça, c'était un des premiers. Enfin, notre loi était jusqu'à 18 ans. À 18 ans, il faut... Et alors, à ce moment-là, ils étaient repris. J'avais un service social, des assistantes sociales. Et elle s'arrangeait, avec notre argent. On les habillait, etc. Ils louaient des côtes, comme on dit, hein, des flottes, etc. Ça vous a... Et un beau jour, dans les années 50 été, on arrivait au dernier home, qui était un home que j'ai ouvert avec le ministre de Burton, à Rode-Saint-Genès. Parce que, vous savez, la mémoire tourne aussi un peu au ralenti. On ferme le home et notre président m'appelle et dit, notre président était un banquier. Ancienne banque de Grove, devenue de son temps la banque Philipson. Maintenant, c'est de nouveau le fils Philipson, le père est mort, enfin bon, c'est une autre histoire. C'est une sale histoire de banque. Il y a des choses dégueulasses en banque. Pas à cause de lui, parce que lui est officier belge à Londres, celui qui est devenu mon patron. Donc lui, il est propre. Mais de Grove a chipoté.
avec des titres congolais, enfin bon. Il a donné sa démission, repris tout son argent, et est allé diriger la Banque de Bruxelles, boulevard Marnix. Hein, bon. Il me dit, Monsieur Benzen, il n'y a plus de home, mais on va trouver quelque chose chez nous pour vous. Hein. Je dis, ah ben, je ne voyais pas très bien quoi. Il dit, mais je dois vous dire qu'on ne pourra pas vous donner le salaire que vous aviez. On va diminuer votre salaire. On doit diminuer votre salaire. Je dis, ah bon, je vais réfléchir. Je suis allé trouver un avocat, boulevard du Régent, dont le père avait été président chez nous avant. Et c'est l'homme qui a construit les premières voitures automobiles belges, Minerva. D'accord? Oui. Bon. Et je lui explique. Il dit, monsieur, la première chose, ne donnez surtout pas votre préavis. Je dis, ah non, il dit, vous travaillez depuis, donc ça faisait 44, 50, 14 ans, vous avez droit à un préavis d'1 an. Compte tenu de mon salaire, j'étais au sommet des homes. Ça s'est d'ailleurs appelé à un moment donné le directeur de la section enfance. Donc j'avais et les homes et le service social. Je dis, ah, merci beaucoup, je lui ai payé ce que je devais. Et j'ai demandé rendez-vous à mon président, M. Philipson. Non, il y a eu autre chose avant. Le directeur général, il y avait un directeur général de l'œuvre, parce qu'on subsidiait les personnes âgées, on subsidiait de survenir des cas, etc. Et celui-là, il m'avait à la bonne, et j'avais été nommé directeur des générales faisant fonction. Quand lui partait en voyage, et il partait souvent, je signais FF. Et il meurt. Normalement, la place devait me revenir. Il avait une femme et 2 enfants en bas âge, 2 ans, 3 ans. Et le président du conseil, pas le président, je n'ai pas Philipson, le président du conseil me convoque, il dit, Monsieur Benzen, on a un problème. Madame Mansbach, elle s'appelait, présente sa candidature à la place de son mari. J'ai dit, et alors, mais on vous demande ce que vous en pensez. Je dis, moi, 100% d'accord. Voilà, c'est fait. Madame Mansbach est restée 6 mois. Et je ne sais pas vraiment ce qui n'a pas marché, mais en tout cas, nous avions des inspectrices américaines qui venaient d'Amérique pour nous inspecter, mais pas rester, hein, 1 semaine, etc. On a renoncé à Mme Mansbach. Le comité s'est réuni, le conseil d'administration, et ils ont nommé quelqu'un d'autre. Ils ont nommé un employé du service juridique qui connaissait absolument rien des homes. Il n'avait jamais mis son nez là-dedans. Du juridique, il connaissait peut-être quelque chose. De toute façon, il avait au-dessus de lui une avocate. Et il y a réunion du personnel
Et ils annoncent donc qu'on va nommer monsieur, il s'appelait Zeilinger, comme directeur général. Et il y a plus anciens employés qui étaient comptables et qui avaient déjà fait ce travail pour le parti juif souterrain qu'il y a eu pendant la guerre. Parce que ça, je ne vous en ai pas parlé. Ça s'appelait Comité de défense des Juifs, quelque chose comme ça, qui travaillait très dur, malgré ce qu'on a dit, pourquoi les Juifs ne sont pas armés. Il y avait, ils ont bien travaillé là. Mais elle avait déjà dans les 62 ans, au plus, elle a demandé la permission de lire une lettre. Elle a dit textuellement, nous n'avons absolument rien à reprocher à M. Zeilinger, mais nous ne comprenons pas qu'il soit nommé à une telle place quand il y a M. Benzen, qui a toujours, en l'absence du directeur, signé, parlé avec les ministres, etc. Voilà, c'est resté comme ça. Alors, après ça, j'ai demandé un rendez-vous privé au président, M. Philipson, grand administrateur donc, de la Banque de Bruxelles, boulevard Mardix, reçu par un huissier en habit, dans un bureau immense. Et il dit, qu'est-ce qui se passe, monsieur Benzen? Je dis, monsieur le président, je ne comprends pas qu'un homme comme vous se soit laissé manipuler par la clique communiste. Parce qu'il y avait dans notre conseil d'administration 4 communistes. Et c'est ce que je dis, c'est ça qu'il y a eu. Parce que le monsieur qu'on a nommé était un communiste. Sinon, j'aurais jamais osé dire ça. Il y avait là-dedans un médecin, Dr Wolf, un avocat, l'ancien directeur avant-guerre de la radio, il s'appelle Van Praag, vous n'avez jamais entendu parler, et il avait un magasin de lecture communiste à la place Saint-Jean, où il y a la statue d'Edith Cavell. Bon, enfin, et on disait que c'était l'éminence grise du Parti communiste belge. Bon, donc, il a entendu, il n'a jamais entendu ça d'un de ses employés. Et je dis, et maintenant, monsieur le président, vous me devez le renom. Il dit, vous ne donnez pas votre démission. Je dis, moi, ma démission, tant que je suis chez vous, vous me payez mon salaire, comme il est maintenant. La loi ne vous autorise pas à diminuer un employé. Et ils l'ont fait. Et j'ai dit, donc, ils m'ont envoyé une lettre de ça, et j'ai exigé mes demi-jours de congé, vous connaissez ça, en ayant une place. Parce que où est-ce que j'ai été engagé? Chez Blum. Et pour en revenir un peu à ces enfants, ça représente combien d'enfants en tout dont vous vous êtes occupé? Vous parlez d'enfants des Homes? Des Homes, ça, oui. Parce qu'il y a les 3000 autres qui ont été placés. Voilà. Ah oui. Donc vous aviez la charge, donc... Non, pas ma charge. Non. Non, mais je veux Moi, dire... c'était uniquement les Homes. Uniquement les Homes. Ah oui. Mais pour les Homes, ça représente combien d'enfants? Pour les Homes, ça représente combien d'enfants? Combien d'enfants? En tout? Oui. Dans les 550. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Et vous avez encore des contacts avec ces enfants qui sont maintenant grands, évidemment? Après? Oui. Absolument. Oui. Il y en a qui viennent ici. Encore Pas beaucoup. Hein. Non. Il y en a 2 qui viennent parce qu'ils habitent à la Hulle. C'est ça.
Mais quand il y a réunion des anciens, j'ai contact. Ouais. Et pour mon anniversaire, il y en a une qui est venue d'Israël Spécialement pour vous, pour votre anniversaire. avec sa fille et son petit-fils. C'est ça. Ah oui. Et d'autres sont venus, non, une seulement, de Paris, Ouais. avec une cousine à moi, mais enfin bon. Mais ils font une fois par an, une fois on a fait en tout grand, c'est-à-dire réunir ceux du monde entier. Mhm. Et ils sont venus des pays que vous connaissez, plus l'Australie, le Canada, Amérique, etc. Et on a fait ça pendant 3 jours, et on a fait le dîner d'adieu à l'hôtel Hilton. Ouais. Vous êtes déjà allé là-dedans? Oui, oui, je vois En ça. haut. En haut, tout en haut. Où on a la belle vue sur Bruxelles. Ouais, Hein. ouais, ouais. Et j'en ai revu, quand je vous dis, eux font une réunion une fois par an à l'avenue Duc Pétiot, parce que c'est là qu'il y a les bureaux du service social juif. Ouais, Alors on leur prête une salle. c'est ça. Mais maintenant, je ne vais plus, je suis trop âgé. Ouais. Et vous avez participé à des témoignages, vous avez participé à des témoignages dans des écoles et tout ça Participer à quoi? à des témoignages de votre expérience dans des écoles. Pour les hommes, Oui, l'Amérique. La Belgique, ce qu'elle devait donner, Non, non. comme Vous, on était en contact déjà pendant la guerre avec Mme Neljean, la présidente de l'œuvre nationale. ma question était, est-ce que vous avez été témoigné dans des écoles après la guerre? Oh, j'étais témoigné pour un seul, Oui, c'est le bourgmestre de Lannes, oui, Rexiste, qui a été parfait. Il m'a aidé, jamais le moindre signe d'antisémitisme. J'ai été témoigné pour lui, pas contre lui. Mais sinon, d'autres... mais vous n'avez pas participé à des témoignages dans des écoles après la guerre? Contre qui voulez-vous? Non, 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 non. J'ai essayé qu'on retrouve le tueur de Rex, là, qui a travaillé avec moi chez Zeiss. Celui-là, j'ai essayé de retrouver. Bonjour, monsieur Benzer. Une seule fois, à l'école catholique de Lannes. De l'âme, ah oui, oui. Oui. Et ce qu'on a fait, c'était une soirée économique. Donc, le curé, qui à ce moment-là, Lannes était un Polonais, un laïc qui était à la commune, et on m'a demandé, est-ce que vous ne pouvez pas faire venir un rabbin? J'ai dit non, parce que c'était pas bien avec le rabbin. J'ai dit, mais je vais vous donner des coordonnées de quelqu'un qui vous fournira sur une tablette un rabbin. C'était un ami à moi, il était le vice-président. Oui, ça, je ne vous ai pas encore parlé de ça. J'ai été pendant 17 ans administrateur délégué d'un centre de jeunes, bénévolement, après mes heures de travail. Après 6 heures, j'allais chaussée de Lergat, juste en face de la Croix-Rouge, je ne sais pas si vous avez connu. Enfin, j'ai fait ça 17 ans. Et j'avais comme vice-président le baron Steck, qui lui était le président du consistoire israélite de Belgique. Alors, pourquoi est-ce que je parle de lui? C'est déjà plus votre question. Ah oui, il a fourni le rabbin à Lannes. Ah oui, c'est ça. Bien sûr. Et tout ce que je lui demandais, je peux vous sortir une lettre, des lettres. Il y en a une où il me remercie pour ce que j'ai fait pour le centre des jeunes, que j'en ai été le pilier. J'ai une autre lettre là, c'est le musée juif de Belgique. Enfin, Ouais. Et à part ça, j'y étais de ma poche. Oui. Et
Avec votre expérience, avec toute cette expérience. Les homes, c'est la plus belle chose de ma vie. Ouais. Parce que j'ai fait d'autres travaux. J'ai travaillé dans une firme belge qui est le plus grand mousseur. Mousseur, c'est celui qui fabrique la mousse. Oui. Et ça s'appelait, je ne sais même plus le nom. En tout cas, avant que j'entre, ça s'appelait Copal, à Wetteren, qui fabriquait donc tout ce qui existe en mousse. Ici, ça c'est de la mousse. C'est ça, oui, oui. Okay. Ça c'est de la mousse. Dans les avions, dans les voitures, les matelas. Donc c'est le plus grand d'Europe aussi. J'ai travaillé pas un temps fou, parce que moi je devenais fou. J'étais nommé chef des cotations. C'est-à-dire c'est moi qui devais faire tous les prix de centaines de matières, mais là n'était pas mon problème. Mon problème était les frettes. C'est le fret. L'expédition, oui. Parce qu'on vendait à l'étranger, on ne vendait pas qu'en Belgique. Hein. La France achetait pour des millions de... Alors, ce qui m'a mis la motette, j'avais un des représentants, sous-directeur, un jour, il me donne, et je travaillais avec 2 personnes. J'avais mon bureau et 2 à côté, 2 comptables. Il me donne une liste. Il dit, Monsieur Benzen, soyez gentil, vous allez me calculer ça. C'est à destination de Lyon. Je pars maintenant. Nos bureaux étaient boulevard de Berlaymont, en face de la Banque nationale. Vous connaissez un grand boulevard, là, connaissez, là? Ouais. Alors, où on a construit un truc Albert, je vais à la gare du Midi et je vous téléphone pour avoir les prix. J'ai donné mon préavis, carrément. Moi, je sentais que j'allais, comment on dit ça, devenir... Enfin, une maladie. Oui, c'est un peu de surmenage. Mais les hauts, aucun problème. Je vous dis, c'est la plus belle période où j'étais bien, mais c'est tout à fait autre chose chez Zeiss tant que j'étais. Sauf d'avoir un collègue nazi à côté de soi. Hein. Ouais. Qui était le tueur de Rex, c'est ça? Comment? Qui était le chef des tueurs de Rex? J'ai pas compris. Qui était le chef des tueurs de Rex? Non, ça c'était le chef comptable. C'était le chef comptable de chez Zeiss, oui. C'était le chef de ma femme, lui. Ah ouais. Mais ça c'était un Belge. Oui. Il avait ses bureaux, j'ai appris ça après la guerre, à la place Roupe, les tueurs de Rex. Juste en face du bon restaurant, comme chez soi. Comme chez soi. Ok. Bien, là, il y avait les tueurs. Non. Mais non, je suis content parce que je peux dire qu'il y en a beaucoup dont j'ai fait des hommes. C'est ça. Quand écoutez, j'ai encore un médecin, directeur de l'hôpital Molière, médecin-chef. C'est pas quelque chose, hein. C'est un de vos enfants, ça. Absolument. François Lustmann, bien sûr. Et à Erasme. Combien il n'y en a pas à Erasme? Il y en a encore un, vous avez peut-être lu ça, il y a 1 mois ou 2. Il a eu le prix Nobel. La Belgique n'avait plus de médecins depuis 20 physiciens, je ne sais pas ce que c'est. François Anglaire. Vous lisez des journaux? J'ai entendu ce nom-là. Et depuis 27 ans, la Belgique n'avait plus de prix Nobel de ça. Et c'est un de vos enfants, ça? Oui. Ah oui. 2 frères médecins. Mais l'autre était caché. Oui. Ouais. J'ai beaucoup de contacts après la guerre
et des difficultés. Il y en a qui ne voulaient pas rentrer, les gosses. Et où tout à coup la mère apparaissait. Et j'ai dû monnayer et je suis arrivé. La mère voulait absolument rien savoir. Elle ne voulait pas que le gosse, qui avait, je ne sais pas moi, 3-4 ans, revoie les gens où il a été toute la guerre. Et les gens, eux, ne voulaient pas le lâcher. Mais par hasard, la mère était cuisinière chez moi. Et j'ai dit, écoutez, je ne sais plus, Rachel, on doit trouver une solution. Ces gens ont sauvé votre gosse, ils ont tout fait, ils y sont attachés. Droit de visite tous les 15 jours. Et ça, elle a accepté. Ouais. Mais ils n'ont plus le gosse en retour. C'est pas tout fait. Alors, une histoire qui n'a rien à voir en somme avec moi, je suis impliqué. Il y a des gens qui ont fait ce coup en Hollande, mais eux, ils ont caché la gosse, c'était une fille. Et un jour, je reçois la visite de la police hollandaise. Et ça va. il m'avait bien entendu téléphoner. Il ne savait pas à qui parler. Oui. Est-ce qu'on peut parler au directeur de la section enfants? Ils expliquent, voilà, nous sommes à la recherche d'une fille que la justice attribue aux parents, mais les gardiens l'ont cachée en Belgique. Mais nous croyons savoir où. Est-ce que vous pouvez venir avec nous et nous indiquer, etc. Et c'était dans un institut catholique, près de Spa. Ça commence par un B, dans le Namurois. Je ne saurais pas vous dire. Il y a si longtemps. Ouais. Alors on est allé à l'extérieur, eux avaient des jumelles et surveillaient les et ils ont vu la gamine. Il dit, maintenant ça nous suffit, on va chez nos collègues belges et c'est la seule fois où j'ai dû dire. Enfin. Je crois qu'on va arrêter parce que je vais devoir aller travailler pour moi. Un tout grand merci en tout cas, M. Benzen. Comment? On va arrêter parce que je vais devoir aller travailler et vous allez Vous? devoir... Oui, et vous manger. Un tout grand merci en tout cas, Vous M. travaillez Benzen. le soir?